Bonsoir à tous. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 4 de 90 minutes sans filtre. On va attendre que Mathieu arrive, mon meilleur co-animateur, Mathieu, expert comptable. On va attendre aussi notre invitée Laetitia ce soir, qui devrait nous rejoindre très rapidement. Alors, les amis, le sujet ce soir, un sujet ô combien important, la prévoyance et les personnes vulnérables face à l'investissement immobilier. Restez connectés parce que c'est vraiment un sujet dont on pense qu'on n'est pas concerné. Moi-même, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que j'étais concerné alors que je pensais que je ne l'étais pas juste avant. Donc, restez connectés. Ça va commencer dans quelques minutes, secondes. Et donc, alors, elle propose quoi, Laetitia? Et bien donc, Laetitia, c'est une spécialisée dans ce que je viens d'expliquer, la prévoyance et les personnes vulnérables. Donc restez bien connectés, on va démarrer dans quelques minutes, secondes. Le temps pour moi d'introduire le meilleur co-animateur qu'on peut avoir sur tous les réseaux sociaux. J'ai nommé mon conseil de poche. Vous savez la pression que je te mets? Ouais, grave. Salut à tous, salut aux 15 personnes déjà présentes parmi nous. Merci pour cette introduction fabuleuse. Très heureux de partager encore une fois ce quatrième épisode qui sort un peu des trois précédents, hein, qui est un peu différent, mais qui n'est pas moins important parce que voire même peut-être c'est peut-être le sujet l'un des plus importants, de savoir se protéger, de savoir prendre les bonnes décisions quand tout va bien. C'est pas quand tout va mal que ça se gère. Bonjour tout le monde, hein, bonjour, bonjour. Salut Euh, à tous. Vous êtes sur 90 minutes sans filtre, quatrième épisode, 21h, 22h30. Et voilà, on va parler vraiment d'un sujet qui peut paraître compliqué, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment ultra important pour tous. Même pour nous, on a eu Laetitia au téléphone à plusieurs reprises. On en a profité pour poser nous nos questions perso. Mais c'est vrai que c'est des sujets où même nous, on s'est retrouvé un peu coincés. Donc on va en parler pendant tout ce live. Je suis toujours là pour noter toutes les questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Laetitia qui est en train d'arriver. Et voilà, je redonne la main à, Non, je passe à, en... à notre très célèbre co-animateur Imon Boulier. Je te redonne la main. Bon, écoute, je vais pas faire long feu. On va de suite donner la main à Laetitia. Laetitia, bonsoir. Ça fait trop Bonsoir, plaisir de t'avoir sur 90 minutes sans filtre. tu, Bon, tu Laetitia, m'entends bien? Ouais, tout le monde c'est nous bon, vous demande, mais qui m'entendez est bien? Laetitia? Ouais, on t'entend parfaitement. Ok. Et toi, tu nous entends? C'est bon? Ouais, super. Ouais, Eh ça ben marche. écoute, parfait. Je le répète, mais on est hyper content de t'accueillir sur 90 minutes sans Ouais, c'est filtre. gentil. On est sur l'épisode 4. Alors, on va se l'avouer, Mathieu, on a un peu galéré à présenter le concept de ce soir. Laetitia, tu le sais. Mais pour nous, il est très clair parce que tu nous l'as expliqué avec des exemples. Mais avant de parler et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu Ouais. peux te présenter pour les 70 personnes qui sont déjà présentes? Alors, ouais, bonsoir. Alors moi, je vais faire très court, très simple. En fait, je suis juriste. J'y tiens parce qu'on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les outils juridiques. Donc, je suis juriste et conseillère en stratégie patrimoniale. Je fais pas de vente de produits. En fait, je fais que de la stratégie. En gros, c'est ce qu'on connaît sous le terme d'ingénieur patrimonial. Voilà. C'est-à-dire que je propose des solutions et des outils plutôt juridiques. Voilà. Et seulement à destination des personnes vulnérables. Alors on définira après, mais voilà, des personnes vulnérables et de leurs proches, parce que c'est vrai que ça impacte en général la vulnérabilité d'une personne, impacte souvent en fait également l'entourage. Donc on parle de proches aidants en fait, c'est-à-dire ceux qui sont proches ou qui aident les personnes vulnérables. Donc voilà, c'est tout. Bon, c'est très clair. Quand toi tu l'expliques, franchement, ça paraît de suite beaucoup plus clair, hein. Euh, On sent du l'expérience. coup, ouais, c'est ça. On sent que c'est pas la première fois que tu en parles. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ce que c'est justement une personne vulnérable? Alors, une personne vulnérable, on va dire schématiquement, c'est ce qu'on définit comme personne vulnérable, c'est une personne qui est fragile, mais pas fragile nécessairement au sens où on l'entend. C'est-à-dire que c'est une personne qui a été touchée par ce qu'on appelle un accident de la vie,
ou alors par le handicap, un accident de la vie, ça peut être un accident domestique, un handicap, mais ça peut être également la perte d'autonomie. Donc ça, c'est les personnes qui vieillissent et qui donc ont à la fois des problématiques patrimoniales qui sont un peu particulières, parce qu'on va avoir besoin de plus d'argent pour financer ce besoin parfois d'aide. On va avoir moins de rentrée d'argent parce que on a moins de capacité de travail ou pas de capacité à travailler et à avoir des ressources. Et puis de l'autre côté, on va avoir, c'est vrai, des besoins, énormément de besoins de financement en fait. C'est surtout ça. Donc en fait, c'est des problématiques patrimoniales qui sont un peu différentes de celles qu'on rencontre où habituellement on cherche à investir ou à s'enrichir ou à construire son patrimoine. Là, on est plutôt dans trouver des solutions pour s'adapter à une situation qu'on n'avait peut-être pas prévue. Voilà. Après, on en discutait justement en off, Laetitia, quand on est investisseur immobilier ou d'ailleurs entrepreneur en règle générale, on pense quand même toujours à ces choses-là dans un coin de nos têtes. C'est vrai que quand on prend un crédit immobilier, on parle d'assurance de crédit, etc., etc. Mais toi, tu vas beaucoup plus loin et je voulais le dire à tous ceux qui nous écoutent parce que moi, j'ai dit, Laetitia m'a posé la question, elle me dit, mais toi, tu t'es protégé, etc. Je dis, mais bien sûr, moi, en cas d'accident, tout est nickel. Et en fait, je me suis rendu compte en lui parlant que pas du tout. Et justement, le sujet de la prévoyance, on l'anticipe souvent, en fin de compte, pour les décès, mais beaucoup moins pour les accidents de la vie. Du coup, ça vient avec ma prochaine question. Mais avant de te la poser, je voudrais juste dire à tous ceux qui nous écoutent pour le moment une chose. On a un record d'abord à battre ce soir de likes, parce qu'il y a des likes sur TikTok. Le dernier invité, Mathieu, c'était 75 000 likes? Ouais, je crois que c'était 75, 72 ou 75? Je crois que c'était 75. C'était 75 000. Nos modérateurs donc, les sont amis, pas là, ils sont pas arrivés, nos modérateurs? Voilà, c'est ça. Les modérateurs, je crois qu'ils sont pas encore là. En tout cas, s'il y a la comité de Laetitia qui est là, vous avez ce record à battre ce soir. Ensuite, les règles, posez vos questions dans les commentaires. On les posera à Laetitia directement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, les amis, sur ce sujet-là. Et on va enfin pouvoir, du coup, rentrer dans le vif du sujet. Je crois qu'on avait fait, dis-moi. 15 ou 20 partages, je sais plus aussi. Entre 15 et 20 partages, on avait fait. Une vingtaine de partages. Alors, pour le moment, il y a personne qui a partagé. Pensez à partager le live, les amis. Pensez à vous abonner aux 3 personnes qui sont là. Salut Solarzen, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et du coup, je vais pouvoir te poser la prochaine question qu'on a envie de te poser. C'est du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de l'anticipation, de la prévoyance et de toutes les choses qu'on pense pas forcément à faire? Ouais, c'est en fait c'est un peu pour donner, alors t'as pas donné l'exemple, mais pour donner des exemples, là tout ce qu'on, en fait c'est anticiper ce qu'on souhaite pas qu'il arrive. Enfin, on le souhaite à personne, donc en fait voilà. Et c'est peu intéressant en fait. En général, on se pose pas la question, surtout quand on est dans un projet. Alors, en particulier le projet immobilier, on pense à tout sauf à ça. On a, il y a Yacine dans le live, mais on en a parlé longuement. Mais s'il y a quelque chose en fait auquel on pense pas, c'est bien à ça, parce qu'on souhaite, mais quand on crée une boîte, quand on investit, on souhaite que ça marche et on pense pas à s'il nous arrivait quelque chose. Mais en fait, la prévoyance ou les assurances, c'est fait justement pour ça. C'est fait vraiment pour se poser les questions de savoir si en fait je rencontre un des grands risques. Alors c'est quoi? C'est l'invalidité, c'est-à-dire avoir l'invalidité. Alors c'est une définition très particulière, mais c'est avoir une capacité de travail réduite, restreinte. Ça veut dire que suite à une maladie, on va avoir une capacité de travail réduite, restreinte. Il y a l'accident du travail, il y a la maladie professionnelle. Ça c'est lié au travail, mais s'il nous arrive quelque chose dans le milieu professionnel. Il y a le décès qu'on connaît. Bon, ça, voilà, c'est classique. Mais c'est tout ce qui arrive avant le décès. C'est-à-dire si on a, en fait, si les conséquences d'une situation, on va dire médicale, une maladie, impactent en fait notre capacité à avoir des ressources. Voilà. Et comment, en fait, on va compenser cette baisse de ressources. Et c'est se poser la question de savoir si est-ce que j'ai prévu quelque chose si jamais demain je peux plus avoir de salaire, ou si jamais demain je peux plus avoir de rentrée d'argent comme j'ai aujourd'hui, et qu'est-ce qui peut fonctionner, et qu'est-ce que je recevrai. C'est ça en fait la prévoyance. Ok, justement, et qu'est-ce qu'il existe? Alors,
Moi, tu m'avais parlé, justement, tu m'avais pris un exemple au téléphone, parce que moi, je t'avais dit, mais bien sûr, on a des assurances sur les crédits. Je t'avais même dit, ma femme sait où sont rangés les papiers. Je t'avais parlé de tout ça. Justement, est-ce que tu peux nous parler d'abord de la partie financière? Mais je crois qu'il y a toute une autre partie qui est pas forcément financière à anticiper. Est-ce que tu peux justement nous parler de ces deux parties, à commencer par la partie financière beaucoup plus connue? Ouais, la partie financière, alors c'est vrai qu'on va peut-être pas pouvoir faire le détail parce que je vois déjà les commentaires, je lis en même temps, mais ça dépend de sa situation, c'est-à-dire que la prévoyance, c'est pas la même chose si en fait on est salarié ou si on est indep ou si on est chef d'entreprise. Ça s'adapte en fonction de voilà. Quand on est salarié, on va avoir une prévoyance employeur qui est choisie par l'employeur, c'est-à-dire en fonction voilà, et qui peut garantir ou pas. Parce que c'est pas obligatoire. Par exemple, l'invalidité, ce qui est obligatoire, ça va être le décès pour les cadres, etc. Enfin voilà. Quand on est indep ou quand on est chef d'entreprise, bah, c'est à soi de se la faire ou pas, mais vaut mieux le faire. Et le choix, évidemment, c'est en fonction de sa situation, en fonction de sa situation notamment familiale, etc. Parce que si on est le seul à subvenir à la famille, c'est pas la même chose que si on est seul célibataire, très jeune, que si en fait on est chargé de famille avec le poids de j'allais dire faire manger toute une famille. Enfin voilà. Donc la protection elle est pas la même et voilà. Donc ça c'est la première chose et ça c'est financier. Ça veut dire que ça va vous apporter de l'argent. Après il y a plein d'autres choses. Il y a les assurances garanties des accidents de la vie. Il y a enfin voilà il y a plein d'assurances pour on va dire garantir certains risques, etc. Et puis de l'autre côté, il y a aussi le côté juridique. Et c'est ça qui est important en fait. Moi que je trouve important parce qu'on l'aborde peu. C'est la manière dont on va gérer les biens si on n'est plus en capacité de le faire. Donc je sais pas, tu l'as pas donné, mais c'est l'exemple. Moi j'ai donné à Mathieu, mais l'exemple de ce monsieur que j'ai accompagné. Qui était un chef d'entreprise, qui avait une belle maison, des biens. Alors il avait un beau patrimoine, une belle voiture, etc. Et un jour, il prend sa belle voiture pour partir sur la côte. Et il a un accident de la route très grave et très important, qu'il plonge dans le coma pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et en fait, il ressort de là cérébro-lésé, donc ça veut dire avec des capacités vraiment diminuées. D'accord. Pendant ce temps-là, en fait, il avait une boîte, il avait des biens immobiliers en location, il avait des comptes, etc. Qui a pu les faire fonctionner? Quasiment personne, c'est-à-dire que sa femme il était marié, mais ça a été compliqué pour elle. Et c'est ça en fait la question, c'est de savoir, c'est le côté juridique, c'est de savoir qui peut faire fonctionner les comptes, qui peut faire fonctionner, qui va pouvoir gérer un bien immobilier si on n'est plus en capacité de le faire, qui va pouvoir reprendre le relais d'une entreprise ou au moins assurer cet épisode, voilà. Donc voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on oublie toujours parce que souvent on pense qu'au financier, c'est-à-dire que la prévoyance ou les assurances, elles vont nous servir à recevoir de l'argent quand on n'en fait plus. En gros, c'est ça. Quand on fait plus d'argent, on peut s'assurer pour avoir une rentrée d'argent. Mais elle fait trop de teasing. Mais de l'autre côté, côté juridique, c'est qui va prendre les décisions. Ok. Donc, je ne sais pas si en fait si déjà parmi vous avez parce qu'il suffit pas de dire, et c'est ce que je disais à Mathieu tout à l'heure, mais il suffit pas de dire ma femme ou ma copine ou ma mère elle est au courant de ce que je fais, elle va pouvoir le reprendre. Mais en fait le banquier il connaît pas ta femme, ta copine ou ta mère. C'est vrai que ça a été ma première réponse. Ça a été, mais il y a au moins mes parents ou des enfants ou. S'il a pas. S'il a rien, si en fait le banquier, le compte bancaire, il est au nom de monsieur monsieur Mathieu. Non mais oui, on est d'accord, C'est en ça que c'est très important. Et donc en fait, c'est vrai qu'en fait la première solution à laquelle on pense, c'est la procuration. C'est ce qu'on appelle les mandats. C'est-à-dire en fait, c'est quand on donne le pouvoir à quelqu'un. Et dans l'immobilier, ça va être un mandat de gestion. Quand vous donnez un mandat de gestion à une agence pour gérer votre bien immobilier, vous encadrez la manière dont l'agence va gérer en fait le bien, vous lui donnez des indications et c'est elle qui va le mettre en location, qui va recevoir les loyers et vous avez juste à recevoir en fait recevoir le loyer, etc., qui va s'occuper de la gestion. Okay. Et donc dans ces cas-là, le problème de ces procurations ou de ces mandats,
c'est que lorsque la personne n'a plus la capacité, en fait, de décider, elle n'a plus non plus la capacité de contrôler. Et en fait, quand on donne une procuration ou quand on donne un mandat, l'implicite, c'est qu'en fait, on contrôle. Quand vous mettez en gestion, alors je vais reprendre l'immobilier parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier là ici, mais quand on donne en gestion à une agence immobilière, bah en fait, en même temps, on contrôle ce qu'elle fait. Et si on n'est pas content, on la vire, on en prend une autre, ou au moins on lui demande des comptes. Si en fait on est allongé sur son lit dans le coma, évidemment, vous comprenez bien qu'on peut plus le faire. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'en fait, là, ces mandats ou ces procurations, ils vont être insuffisants. C'est ça en fait la différence entre, c'est-à-dire que c'est bien quand en fait on a toutes ces capacités, mais c'est insuffisant quand on les a plus. Je sais pas si je suis assez claire. Ah bon? Si, Attends, avant Oui, de continuer, Oui, j'espère. pour les 50, sur les 50, non, mais c'est que sur les 50 personnes qui sont là, parce que sur TikTok, tu sais comment ça se passe, hein, ça défile, et donc on rappelle aussi aux gens un petit peu le concept. Alors là, vous êtes sur un live qui s'appelle 90 minutes sans filtre, avec Immobilier qui est au-dessus de moi, Laetitia qui est notre invitée et qui nous explique comment se prémunir contre des potentiels accidents de la vie pour pouvoir continuer à gérer ses biens immobiliers et tout son patrimoine tel qu'il soit. Et donc, on a besoin de vous aussi pour battre le record de la semaine dernière qui était à 75 000 likes. On est quand même pas trop mal parti, hein, 4 002 déjà. Laetitia, je pense que ta communauté est assez présente. Donc, n'hésitez pas à tapoter, à partager le live pour que le plus de personnes possible puissent bénéficier de l'expertise de Laetitia qui fait ça, comme nous trois ici, bénévolement, tout ça pour vous tous et pour pouvoir répondre à vos questions. Et ensuite, j'aurai déjà des questions, j'en ai noté quelques-unes, mais Imo, si tu veux rajouter un petit mot avant qu'on continue. Non, je pense qu'il faut qu'on commence à répondre les questions. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui se sont cumulées avant de passer à la partie suivante et aux questions suivantes. Du coup, tu as noté des questions, Mathieu? Ouais. Tu peux commencer un peu. Ouais, Miléenzine qui disait, qui demandait qu'on explique le taux d'incapacité. Alors, c'est-à-dire, en fait, c'est dans quel contexte? C'est quand, Alors, en fait, on va demander... Alors, est-ce que c'est pour faire jouer une assurance? je pense parce que alors Oui. Miléenzine, moi, on la connaît un Alors, petit peu. Elle le est monsieur... banquière, donc c'est une banquière qui pose la question. Donc à mon Mais avis, ça alors, se en fait, rapproche. le problème, le principal problème, c'est que quand vous avez pris une assurance, notamment pour un crédit IMO, et que vous avez pris concernant le risque invalidité, etc., vous, imaginons, vous avez la décision, la notification de la Sécu qui vous dit, voilà, vous allez désormais percevoir une pension d'invalidité, d'accord? Catégorie 2. Vous regardez dans votre contrat d'assurance, c'est marqué catégorie 2, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf que vous allez devoir repasser devant un médecin expert de la compagnie d'assurance qui là, en fait, disons que chaque compagnie a ses conditions et en particulier ces tableaux, ce qu'on appelle des tableaux croisés. Et donc, en fait, ils vont se baser sur des taux, en fait, et évaluer vos taux. Mais ce sera pas, en fait, c'est pas automatique. Et c'est là où il y a parfois de mauvaise compréhension. C'est-à-dire que exactement SolarZen, en fait, il y a deux taux et sont ce qu'on appelle des tableaux croisés. Et donc, en fait, le médecin, ce fameux médecin expert, va en fait établir un taux qu'on appelle un taux d'incapacité. Et donc, quand on passe devant ce médecin conseil, c'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est pas parce que, en fait, vous avez une pension d'invalidité, catégorie 2, que automatiquement, vous allez avoir la prise en charge de votre crédit IMO. Il faut passer devant ce fameux médecin conseil, parfois contester, parce que souvent, en fait, c'est revu à la baisse pour être en dessous du tableau et pas avoir de prise en charge, clairement. Donc, en fait, il y a souvent on a l'impression d'être protégé et parfois, ça se passe pas comme on souhaiterait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les taux sont importants. Ok. Ensuite, on a Backstage by Caracas qui nous demande, mais si le couple travaille donc ensemble et que un est déclaré salarié. C'est-à-dire par rapport à ce que j'expliquais concernant ça dépend. Alors en fait, pour rentrer dans les détails, ça dépend de ce à quoi un salarié n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un dirigeant dans une entreprise.
C'est-à-dire qu'en fait, le salarié va pouvoir prendre des décisions dans le cadre de son contrat de travail. Le dirigeant, lui, en fait, a la possibilité de prendre des décisions concernant la direction de la boîte. Un salarié, sauf s'il a été autorisé, sauf si en fait ça a été prévu, ne peut pas prendre des décisions qui appartiennent au dirigeant. Donc en fait, même si en fait le dirigeant, donc en fait, peu importe qu'il soit mari et femme, dans ces cas-là, si en fait il y a des décisions à prendre et qu'elles ne peuvent être prises que par le dirigeant parce que rien d'autre n'a été prévu, et là en fait c'est plus du droit des sociétés, mais si rien n'a été prévu, bah, évidemment que de toute façon il se passera rien parce que personne ne pourra prendre de décision. Je pense que la nuance se passe un peu dans les derniers commentaires qui sont en train d'arriver. Ça va dépendre en fin de compte, Laetitia, et tu me coupes si je me trompe. Est-ce que le salarié est salarié associé ou est-ce qu'il est juste salarié en fait? Bah ça dépend. En fait, ça dépend. Alors là, c'est que du droit des sociétés. Là, c'est pour Mathieu. C'est que des statuts. Ça dépend la manière dont on rédige les statuts. Et c'est vrai qu'il faut y penser, c'est-à-dire de se dire comment en fait on fait partir un dirigeant, notamment un dirigeant incapable. Et oui, parce que c'est vrai, comme tu le dis, dans le droit des sociétés, dans les statuts, et même, alors c'est pas forcément noté dans les statuts, mais c'est vrai qu'il y a trois profils pour les conjoints. Il y a le conjoint collaborateur, le conjoint associé et le conjoint salarié. Et dans ces trois statuts, bien évidemment, ils n'ont pas le même rôle. Vous l'avez bien compris dans les noms, hein. Conjoint associé, il est associé au capital, donc il va avoir droit il a investi dans la société. Conjoint collaborateur, il est juste protégé socialement. Et conjoint salarié, ben, il y a un contrat de travail en tant que conjoint. Mais donc après, voilà, je te redonne la main. C'était pour refaire faire un petit topo sur les trois statuts. Alors, en fait, je me permets de répondre à un commentaire, mais c'est Vas-y, vas-y, SolarZ, en vas-y. fait. En disant, le contrat le plus important pour une entreprise, c'est homme clé, qui est un contrat peu mis en avant, qui est un contrat d'assurance, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nom l'indique, hein, homme clé, ça veut dire qu'en fait, lorsque, en fait, il y a une indisponibilité de l'homme le plus important de la boîte, en fait, en effet, il peut y avoir une prise en charge au moment de l'assurance. Et en particulier, financièrement, ils peuvent aider à la mise en place d'une direction, d'un remplaçant. Ah oui, je suis coupée, etc. Mais c'est toujours une solution assurantielle. C'est toujours une solution financière. C'est pas en fait de l'anticipation et ça va être une décision qu'on va prendre sur le moment et qui va pas nécessairement en fait permettre, c'est-à-dire qu'on prévoit pas qui pourra en fait et comment on pourrait organiser l'indisponibilité du dirigeant. Si on parle de l'entreprise. Ok, donc c'est vraiment une solution d'assurance. Donc c'est bien en effet et c'est peu connu et c'est peu souscrit parce qu'en général ça peut être cher, mais ça peut être coûteux, mais c'est vrai que c'est une solution qui reste financière. Ok, et du coup, parce que la question a été posée plusieurs fois tout à l'heure, il y a même quelqu'un qui disait, elle fait du suspense. Du coup, on doit faire quoi concrètement pour pouvoir faire en sorte que, s'il y a un accident, quelqu'un puisse prendre notre relais en fait. Alors, du coup, je vais poser une question un peu plus. Je vais continuer ce que dit Imo Boulier, mais je vais rentrer encore plus dans le détail précis. Si on reste un peu autour de l'IMO, j'ai une SCI. Je suis gérant de la SCI. Je pars en vacances, un accident de la route, je suis dans le coma. Qu'est-ce qui se passe alors, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour mon associé, ma femme, ou un enfant ou un parent? Et ensuite, comment se prémunir pour anticiper ça? C'est les deux questions. Techniques et précises. Tout dépend des statuts de ta SCI. Qu'est-ce que tu as prévu en cas d'incapacité ou d'indisponibilité du dirigeant? J'ai pris des statuts types, comme le ferait n'importe qui ne passe pas devant un professionnel pour faire ses statuts. Et comme beaucoup de personnes. Donc, en fait, pas grand-chose. En fait, le problème, en fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est qu'est-ce qui se passe si, en fait, on peut pas prendre de décision. C'est-à-dire que s'il y a des décisions qui sont qui peuvent être uniquement prises par une seule personne et que cette personne est indisponible. D'accord? Et c'est vrai que, alors, j'arrête le teasing, mais il y a un outil d'anticipation qui permet en fait une grande enveloppe où on peut prévoir des choses.
c'est le mandat de protection future. Moi, c'est mon truc, voilà, c'est mon outil préféré. Mais j'en parle parce que je pense qu'en fait, on peut en fait prévoir, en particulier, ce qui se passe traditionnellement. Si on n'a rien prévu, il se passe rien. C'est-à-dire que si, en fait, il n'y a pas de possibilité, si la décision, elle ne peut être prise que par une personne et que cette personne est indisponible, il se passera rien. Et en particulier, les changements de dirigeants. Par contre, si, en fait, dans la durée, alors on va dire, si on n'a rien prévu, s'il se passe rien, etc., il va quand même se passer quelque chose, c'est les mesures de protection. Il y a la seule chose, en fait, qui reste, c'est-à-dire que pour donner le pouvoir à quelqu'un, on va faire une demande de mesure de curatelle ou de tutelle. En fait, c'est ça qui se passe concrètement. C'est ça qui vous attend. Faut quand même le savoir. C'est-à-dire que même, en fait, si vous êtes dans le coma et même temporairement, c'est ça qui vous attend s'il y a des décisions importantes à prendre, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Par contre, en fait, si on a anticipé avec un mandat de protection future, et donc c'est pas un mandat simple, mais c'est un mandat de protection future, dans ces cas-là, en fait, on peut prévoir et on peut dire, bah, ce sera mon cousin qui gère d'autres biens immobiliers, qui s'y connaît bien en immobilier, qui va gérer mes biens immobiliers pendant que je peux pas. Ce sera, je vais le faire schématiquement, mais voilà, on désigne qui et on désigne comment. Et c'est ça, en fait, la différence, c'est que dans un cas, en fait, on va subir. C'est-à-dire qu'on va subir une machine et en général c'est pas franchement drôle et pendant un laps de temps important parce que comme c'est judiciaire, il faut le temps que en fait le juge soit saisi, que le dossier soit fait, que les proches s'en saisissent. Enfin c'est un micmac assez long et ça peut prendre plusieurs mois et il y a des décisions qui peuvent ne pas attendre plusieurs mois. Et dans l'autre cas, on a anticipé. Et en fait, la mise en place du mandat, à partir du moment où il y a un certificat médical qui est émis, en fait, il se met en place automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on va au tribunal, on fait tamponner au greffe, et le mandat, il est mis en place, et la personne, en fait, peut agir à notre place. C'est ça la différence, en fait. Je suis très schématique parce que je veux pas rentrer dans les détails, parce que après, c'est comme le testament, c'est quelque chose qu'on fait en fonction de son patrimoine. Ça veut dire, voilà, si on a une entreprise, une SCI, des biens immobiliers, du patrimoine financier, on peut mettre plusieurs personnes. Ça veut dire qu'en fait, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de l'immobilier, qu'il y en a un deuxième qui va s'occuper que du financier parce qu'il est bien meilleur au financier. Il y en a un troisième qui va s'occuper de ce qu'on appelle la vie personnelle. Ça veut dire du suivi médical parce qu'il y a toutes les décisions personnelles également. Enfin, on n'y pense pas, mais il y a en fait quand on peut pas prendre de décision pour soi, pour des actes médicaux, en fait il faut passer par on peut avoir besoin de quelqu'un pour prendre les décisions. Et puis il y a quelqu'un qui va contrôler. Et c'est la différence entre une procuration en fait simple ou un mandat simple et ce mandat de protection future, c'est qu'il y a un contrôle qui est installé. Et le contrôle, en fait, il est fait par une tierce personne. Alors, en général, par le notaire, et on peut désigner en fait un tiers, et sous le contrôle du juge. Donc, en fait, comme on n'est plus en capacité de contrôler, on a mis en place un système qui fait que nos choix et nos décisions, normalement, devraient être respectés. Alors après, voilà, faut bien le faire, etc. Mais pour schématiser les choses, c'est ça, en fait. Justement, tu viens de dire il faut bien le faire. Tu peux nous expliquer concrètement comment on fait ça correctement? Alors, il y a quelqu'un qui disait il faut faire appel à un notaire. Il faut. Alors, en fait, il y a trois manières de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois formes qui sont autorisées. Il y a c'est un formulaire qui se trouve en ligne sur le site de service public. Il y a la deuxième solution, c'est d'aller voir un avocat. Et la troisième, c'est d'aller voir un notaire. La différence entre les trois, c'est en fait les pouvoirs que vous allez pouvoir donner à la personne qui va vous représenter. Celui qui est le formulaire, vous pouvez pas le changer. Donc ça veut dire que vous pouvez pas mettre de détails, vous pouvez pas. Il y a certaines choses qu'on peut pas changer, et ce sont en fait que des actes les moins importants qu'on va pouvoir confier. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir confier à cette personne-là de vendre en particulier. C'est ce qu'on appelle les actes de disposition. On va pas pouvoir lui confier de vendre un bien, etc. Devant l'avocat, on va pouvoir, on va dire, l'adapter, le faire sur mesure, mais on ne pourra toujours pas, en fait, on ne pourra toujours pas avoir les actes de disposition. J'essaye de faire des mots simples, donc vendre, etc. Les actes de disposition.
Et le troisième, en fait, chez le notaire, et le plus complet, c'est celui qui permet, en fait, en effet, de s'adapter au mieux. C'est-à-dire qu'on peut également prévoir que la personne pourra, par exemple, liquider un compte titre. On pourra vendre un bien immobilier, etc. Alors, je fais pas de la pub pour les notaires, hein. Je j'ai pas de partenariat avec des notaires, alors tu diras si je me trompe, hein. Mais disons que ce qui rassure avec le notaire, c'est que, alors on le sait tous que dans les familles, il peut y avoir le jour où il y a un problème, des gros déchirements, et peut-être qu'un acte notarié, entre guillemets, protège aussi la personne qui est passée Alors, devant le notaire, parce que personne pourra dire que parce que le notaire est, alors j'ai plus le terme exact, mais il représente la loi, donc oui, quand on a un acte notarié, c'est un officier d'état civil. Oui, 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 c'est un officier, oui, oui. voilà. Moi, j'ai une question qui a été posée en tout début de live auquel on n'a pas vraiment répondu. Est-ce que le fait que deux personnes soient mariées viennent un peu changer tout ça? Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur du mariage qui les protègent ou alors pas du tout et les personnes mariées sont aussi, en fin de compte, Oui, voilà. ça, en fait, ça change. Bah oui, évidemment. Ça change. Mais alors là, je vais pas vous faire un cours. On avait dit avec Mathieu qu'on ferait pas un cours de régime mat, promis. Mais en fait, oui, les régimes matrimoniaux ont une importance, en fait, fondamentale, tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle l'habilitation judiciaire entre époux. Alors c'est un truc qu'on connaît pas, mais on reprend l'exemple de quelqu'un qui tombe dans le coma suite à un accident. Sa femme est en capacité de pouvoir, on va dire, l'aider dans ces cas-là. Mais en fait, ce sont des biens qui sont rien qu'à lui. D'accord? Des biens propres. Donc en fait, même si c'est sa femme, elle ne peut pas intervenir sur les biens propres de son mari. Tout le monde suit ou pas? Oui, mais si c'est un bien qu'ils ont, par exemple, en indivision. Alors, si c'est un bien, alors voilà. Alors, le règle de l'indivision, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas tout faire. Il y a certaines décisions qu'on doit prendre à deux en indivision. Donc, toutes les décisions, en fait, les plus importantes sont à prendre à deux quand on est en indivision. Et donc, à partir du moment où il y a une des deux personnes qui peut plus consentir, qui peut plus prendre de décision, eh bien, en fait, la personne qui reste ne pourra prendre que des décisions de gestion. C'est la différence entre actes, c'est toujours la même chose. Entre mes actes, en fait, elle pourra prendre ce qu'on appelle les actes conservatoires. Allez, on fait un petit cours. Les actes conservatoires, c'est pour sauver le truc. Genre, en fait, il y a le feu, t'éteins le feu. Hein, en gros, c'est ça. Les actes d'administration, c'est le gérer le quotidien. C'est mettre en location, à l'exception des baux commerciaux. C'est-à-dire, en fait, qui engagent, en fait, un peu plus. Mais on va dire un bail normal, elle pourra le faire. Mais par contre, en fait, ce que pourront pas faire, c'est tous les actes de disposition. C'est-à-dire, en fait, vente, nantissement, enfin bon, bref, tous les actes, donation, vente, nantissement, enfin voilà, tous les actes qui engagent voilà. Donc, que ce soit en indivision ou en fait avec les régimes matrimoniaux, en fait, c'est incomplet, mais il y a déjà la possibilité de faire certaines choses. Quand le bien, en fait, est commun, il y a la possibilité de faire certaines choses, mais pas tout. Mais en fait, il y a une possibilité qui est en fait donnée, c'est-à-dire que pour tous les actes en fait où il faut l'autorisation de la personne qui peut plus la donner, dans ces cas-là, en fait, on va demander une habilitation judiciaire. Donc il y a en fait une possibilité pour les gens qui sont mariés uniquement. Ok. Et juste, ça marche pas. Concubin, ça marche pas. Je le rappelle. Non, c'est juste en fait pour les gens qui sont ni mariés. ouais, marié et j'imagine que ça dépend quand même du régime. Ou pas du tout, quelqu'un qui est en séparation de biens. En fait, ça c'est pour tout le monde. C'est le régime. Il y a une partie en fait qui est le régime primaire et l'habilitation judiciaire, elle est entre époux, peu importe le régime matrimonial. Mais évidemment que en fait, s'il s'agit de biens propres, dans ces cas-là, faut savoir que de toute façon, la personne en fait n'a aucun l'autre personne n'a aucun pouvoir sur le bien immobilier ou sur le compte qui est un compte ou un bien propre. Hein. Ok. Tu peux rien faire. Petite pause, 2 secondes parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints entre temps. On est 70. Les gens ont arrêté de tapoter. Personne ne tapote. Ah ouais. On est à 7000 j'aime. Eh oui. Et personne. Tout le monde t'écoute.
Allez, ça y est, du coup. Non, mais Non, mais tout j'ai le perdu. monde, tout le Tu monde vois, je t'écoute, t'avais dit que Laetitia. j'allais perdre tout le monde. Mais non, au contraire, c'est qu'ils sont captivés par ce que tu dis et du coup, ils tapotent plus parce que s'ils tapotent, ils t'écoutent plus en même temps. Et c'est dur de Voilà. faire deux choses à la fois, hein. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, on est sur 90 minutes sans filtre, une émission hebdomadaire qui a lieu tous les lundis soir sur TikTok. Mon co-animateur est juste en dessous, expert comptable. Moi, je suis investisseur immobilier. Les thèmes tournent toujours autour de l'investissement immobilier. C'est pour ça qu'on va essayer d'y retourner quand même à travers ce thème-là. Mais c'est tellement passionnant que c'est vrai qu'on peut très vite aller sur d'autres choses. Ce soir, on a une invitée exclusive, c'est Laetitia. On parle prévoyance, on parle personnes vulnérables face à l'investissement immobilier, face au patrimoine, face à la gestion du patrimoine. Et donc, est-ce qu'on a encore quelques questions, Mathieu, Ouais, avant de alors, passer à la partie suivante? exact. Il y en a une qui vient de. Alors, juste pour rappel, il faut tapoter sur sa tête à Ah oui, lui. sur ma tête. Eh oui, c'est la. J'en avais vu une là passer, j'ai pas eu le temps parce qu'il y en a quelques-uns qui ont écrit. Ah, voilà. Et sur les successions avec un enfant handicapé. Est-ce que là, il n'y a pas de. Enfin, alors, je te pose la question, même si je pense voir la réponse. Si l'enfant handicapé n'a pas de. Ah, si l'enfant handicapé, lui, hérite de par une succession. C'est ça la question. Ouais, Comment ça se passe? ouais. Bah, en fait, il hérite de la même manière que les autres. Il y a pas, voilà, il y a juste l'abattement supplémentaire de 159 000 euros. Ça, en fait, il y a un abattement supplémentaire, mais Alors l'abattement de base, il est de combien? C'est 100 000. bah, ça de base, dépend. c'est 100 000, hein. Ouais, c'est 100 100 000 en 000 plus fait. 15 ans. En fait, quand c'est parent-enfant, c'est 100 000. Et après, tu as un abattement supplémentaire pour les personnes handicapées. Mais en fait, là où il faut être vigilant, c'est sur ce qu'on leur. Mais pour les donations comme pour les successions, c'est sur ce qu'on leur donne. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste donner un exemple. Toujours en lien avec l'immobilier, j'y tiens. Vous avez remarqué. On te Il y a, remercie, on te il y a des remercie. parents, non, il y a des parents, je vais vous en donner deux. Il y a des parents, en fait, qui sont pleins de bonnes intentions. On va imaginer des parents qui ont un enfant en situation de handicap, qui perçoit l'allocation adulte handicapé et qui est en établissement. Ça a son importance. Il est dans un foyer, d'accord? Et en fait, ses parents se disent, bah, pourquoi pas, en fait, lui générer plus de revenus. On va lui, en fait, d'une manière ou d'une autre, octroyer les revenus d'un bien immobilier. D'accord? Donc, il touchera les loyers de ce bien immobilier. D'accord? Alors, pourquoi c'est une mauvaise idée et pourquoi ça ne lui profitera absolument pas? Mais absolument pas. Il en touchera quasiment rien. Tout simplement parce que, en fait, tout ce qui va toucher en plus sera donné au département parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle l'aide sociale. Et donc, en fait, l'aide sociale, c'est en fait tout simplement parce qu'un foyer, ça coûte entre 4 000 et 5 000 euros par an, par mois, et que en fait personne n'a les moyens de payer en fait un établissement, et que donc dans ces cas-là, et il va perdre la hache. J'ai oublié de le dire, mais c'était logique. Et donc dans ces cas-là, le département finance. Mais dès que en fait la personne va avoir un peu de revenus en plus, tous les revenus en plus sont versés au département, sont pris par le département. Donc en fait, il faudrait en fait donner. Alors pour reprendre mon exemple, il faudrait que les revenus octroyés soient supérieurs au montant du foyer par mois, c'est-à-dire plus de 4 000 ou plus de 5 000 euros par mois, pour que ça puisse en fait avoir un intérêt à lui verser de l'argent. Ouais, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est parce qu'en fait on pense en fait on est en fait mais il y en a plein de parents qui se disent voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va privilégier cet enfant, on sait que lui il n'a pas les capacités de travailler et on veut lui octroyer un peu d'argent et en fait c'est la plus mauvaise des idées. Voilà. Donc c'était un exemple. Le deuxième exemple, avant que je l'oublie, ça n'a rien à voir mais ça peut vous intéresser, c'est par rapport à l'invalidité et à l'investissement IMO. En situation, enfin, lorsque vous percevez une pension d'invalidité, vous êtes soumis à une déclaration de ressources. D'accord? Vous déclarez tous vos revenus d'activité. D'accord? Mais seulement les revenus d'activité professionnelle.
Et il y a des gens qui veulent, enfin moi j'en ai eu plusieurs qui veulent se lancer dans l'immobilier ou qui se disent bah moi j'ai du mal à travailler, donc je vais faire du locatif par exemple, je sais pas, d'une manière ou d'une autre. Attention à la manière dont vous louez, parce que en fait c'est les revenus d'activité. Si c'est des revenus de loyer nus, ça pose pas de problème, c'est des revenus fonciers, ils sont pas déclarés à la Sécu. Mais quand vous rentrez en fait en meublé, là c'est complètement différent parce que en fait ça n'a pas le même type de revenu et c'est à déclarer à la Sécu. C'est un truc tout bête, mais en fait c'est là où la manière dont on va louer peut en fait, c'est-à-dire que d'un côté vous allez pouvoir continuer à percevoir votre pension d'invalidité et à pouvoir percevoir des loyers, et de l'autre vous allez vous risquez de perdre en fait votre pension d'invalidité. Il y a une question intéressante, Laetitia, je me permets, parce qu'elle reste dans ce premier thème là de la soirée. Je suis gérant SCI, SARL, retraité, mais toujours avec des parts, le plus, du coup, c'est lui qui a la majorité. En cas de décès, qu'est-ce qui se passe pour lui? Bah en fait, c'est transmis. Pour lui, pour lui, je sais ce qui se passe. Mais du coup, pardon, mais pour son entourage, pour les personnes avec qui il a les sociétés. Bah c'est transmis. C'est en fait les parts en fait arrivent dans la succession et c'est transmis comme tu transmets un bien, comme tu transmets en fait on transmet les parts. Donc après c'est en fonction de qui en fait va hériter. C'est exactement ça, avec les droits d'enregistrement, etc., etc. Voilà. Et ça rentre dans l'abattement des 100 000 euros par enfant, voilà. etc. C'est pareil en fait. On valorise les parts au montant, voilà. C'est exactement ça. Et après, oui, effectivement, le nombre d'enfants et tout. Ok, donc en fait, le décès est plus simple en fin de compte qu'un accident à gérer. Le décès, il y a une succession, ça se transmet, mais en fin de compte, ce qui est plus contraignant, c'est cet accident où on est vraiment bloqué. Oui. Alors, parce que plus simple, je sais pas pour les gens qui traversent. Non, mais bien sûr, mais je veux dire vraiment si on parle purement de gestion derrière. On anticipe souvent pour le décès en fait, mais très peu pour l'accident. Ouais, mais après il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est vrai que arriver à un certain âge, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais arriver à un certain âge, faut penser parce que ça arrive nécessairement plus souvent. Une maladie ou une perte d'autonomie, ça arrive nécessairement plus souvent, plus on vieillit et plus on a de risques que ça nous arrive. Donc, mais c'est vrai qu'à passer un certain âge, réfléchir à passer la main, mais et réfléchir à la manière dont on, enfin, et envisager le fait qu'on puisse être indisponible, c'est vraiment hyper important. Si concrètement on parle juste un tout petit peu plus d'immobilier, mais concrètement sur un prêt et quelque chose de beaucoup plus classique, mais je pense que les gens se posent aussi la question. En tout cas, moi je me la pose. Quand on prend est-ce que tu peux nous rappeler, même si ça paraît assez simple, mais tout le monde n'y pense pas, quand on prend un crédit immobilier, les assurances justement autour de ce crédit immobilier en cas de décès, mais aussi en cas d'accident de la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe et qu'est-ce qui existe? Ça dépend, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais en fait, il y a plusieurs types de risques couverts. Il y a le décès, ça tout le monde le connaît, et après il y a tout ce qui est perte en fait. Je vais pas retrouver le mot, incapacité temporaire ou permanente. Et là, en fait, il y a total, partiel, etc. Et là, disons que ce qu'il faut bien regarder, c'est en fonction de sa situation. C'est-à-dire que évidemment que ça, plus en fait on va en prendre et plus ça va coûter cher, ça va impacter forcément mais tout dépend de sa situation. Et là, vraiment, j'allais dire, c'est en fonction de l'âge. Forcément, plus on vieillit et plus on a intérêt à se couvrir parce que plus le risque peut arriver. Donc plus l'assurance sera chère, évidemment. Mais je sais pas en fait voilà ce qu'il faut c'est vraiment en fait le faire par rapport à sa situation et ne pas se faire d'illusions sur moi je suis très mesurée sur parce que je le vois beaucoup sur la prise en charge des invalidités.
je cache pas que j'ai beaucoup de gens qui me contactent parce que en fait ils n'arrivent pas à faire prendre en charge alors qu'ils ont pris une assurance, hein. Ils n'arrivent pas à faire prendre en charge leur crédit suite à leur invalidité. Et ça peut, tu vois, l'hypothèse, c'est tu prends un crédit en fonction, je sais pas, t'as 3 000 € de revenus tu te retrouves avec une pension d'invalidité. La pension d'invalidité, c'est 50%. Donc c'est un peu plus de 1 200 ou 1 300 € ou 1 500. Bon bah évidemment que en fait là l'enjeu c'est de faire prendre en charge le reste du crédit. Et souvent dans ces cas-là, faut passer ce que je te disais tout à l'heure, mais devant un médecin, faut pas hésiter à contester, faire jouer sa protection juridique si on en a. Mais c'est un vrai enjeu et je suis surprise de la manière dont peuvent être calculés, on va dire, ces fameux tableaux croisés où en fait on rentre jamais dans le bon taux d'incapacité qui fait que en fait il n'y a pas de prise en charge. C'est ça le problème. Oui, le Pacs ne protège en rien. Petit rappel pour tout le monde, parce qu'encore une fois, on refait, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Vous êtes sur 90 minutes sans filtre, donc 90 minutes parce qu'on fait ça de 21h à 22h30. Aujourd'hui, on est avec Laetitia, qui est notre invitée, et qui nous explique comment se prémunir contre les accidents de la vie pour la gestion de son patrimoine, d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue administratif, la gestion de tout son patrimoine, comment ça se gère dès qu'on n'est plus en capacité de le faire soi-même. J'ai bien dit, Laetitia, c'est bon? Oui, oui. Parfait. Et donc voilà, on co-anime avec Immoboulier et moi-même. On vous invite à tapoter sur sa tête là-haut parce qu'on a un record à battre à 75 000. On est à la moitié, pile poil à la moitié du temps. On est qu'à 11 000, on est 70. Mais ça va vite à la fin. Des fois, à la fin, ça s'accélère. Et à partager le live aussi un maximum. Et enfin, à vous abonner à nos 3 contenus pour pouvoir... si la prévoyance, je sais, Laetitia, on laissera à la fin, tu nous expliqueras un peu plus ce que tu fais. Tu pourras avoir ta petite minute de pub. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que on vous donne de l'information gratuite. C'est des moments, on est tous bénévoles ici pour vous informer au mieux sur l'immobilier et tout ce qui l'entoure. Et aujourd'hui, donc Laetitia nous explique la prévoyance. Je te laisse, Imo, reprendre. Ouais, on peut passer à la deuxième partie puisqu'on est à la moitié. Si vous avez des questions encore sur ce qui est la prévoyance, l'anticipation en fin de compte de tout ce qui peut arriver, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On les posera au fur et à mesure à Laetitia. La deuxième partie, elle est assez simple. C'est une fois qu'on est une personne vulnérable. Alors là, on a parlé d'accidents et donc de personnes potentiellement soit avec un handicap, soit malades. Mais les personnes vulnérables, c'est aussi les personnes âgées. Est-ce que du coup, on peut commencer par ces premières personnes? J'ai vu une question tout à l'heure. Je sais pas si tu as la réponse sur le viager. Ouais. Il y a eu une question tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as vu. La question c'était est-ce que si la personne part, c'est un viager occupé, elle part du viager, est-ce que je peux le mettre en location? Ça dépend. Non. Si elle part en EHPAD. Ça dépend, non. Ouais, ça dépend. Non, normalement. A priori, moi je suis pas un spécialiste du viager, mais a priori non. Un viager occupé, tu l'as acheté comme un viager occupé. Pas en fait, faut pas. Ouais, c'est occupé, donc ouais. Ok, donc sur les personnes âgées, l'investissement immobilier, d'abord, ce serait intéressant d'avoir ton feedback. Je sais que tu accompagnes des personnes dans l'investissement immobilier, des personnes vulnérables, mais aussi d'autres types de profils. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça justement? Ouais. Ça dépend. Tu vois, en fait, en réfléchissant au sujet, il y a deux catégories. Il y a en fait quand on est déjà investi, c'est-à-dire qu'en fait on arrive, on va dire en situation de vieillesse ou à la retraite, en fait, et on a investi. Donc là, le but, c'était d'avoir un complément de ressources ou alors une retraite. En fait, en gros, ce sont ces revenus à maintenir. Et là, la question, alors vraiment majeure, je vous le dis, elle est pas financière pour moi, mais elle est vraiment que, en fait, il faut tenir compte du fait que on se fatigue. Ce que vous faites en fait aujourd'hui, enfin immobilier, ce que tu fais aujourd'hui, on le fait plus à un certain âge, et on est moins en capacité de le faire. Et ça, faut vraiment réfléchir à la manière dont on va organiser si on souhaite en fait maintenir
ce patrimoine, c'est en fait, faut accepter, et ça c'est compliqué, soit de le mettre en gestion, soit d'organiser une gestion, soit d'organiser une transmission, soit d'organiser quelque chose. En fait, peu importe, mais d'organiser ce pouvoir parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important de réfléchir au fait qu'on fait pas la même chose à 30 ans et à 75 ans. Et on n'a pas les mêmes réflexes et on n'a pas et on peut être malade, on peut être indisponible, peu importe, mais en tout cas c'est vraiment la première chose à faire, c'est vraiment et c'est ce qui est le plus compliqué, c'est lâcher la main. Enfin, c'est de je sais pas si ça te parle, mais Ah oui, moi c'est très clair pour moi. J'ai beaucoup de personnes d'ailleurs, que ce soit dans mon entourage, mais aussi sur les réseaux, qui me parlent de leur situation, celle que tu évoques. Et en fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à ces personnes-là. Il y a aussi la vente, dont on n'a pas parlé, c'est tout simplement vendre son patrimoine, le diminuer, garder vraiment juste les biens qu'on va réussir à mettre en gestion, qui vont rester rentables, qui vont prendre très peu de temps, faire par exemple, de la location courte durée quand on a 75 ans. Je pense que c'est complètement dingue de le faire et de le gérer en direct. Mais en effet, et il faut vraiment le prendre en compte, l'investissement immobilier. On peut pas le faire à la même vitesse quand on a 30 ans, 40 ans que quand on a 75 ans. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, même s'il y a beaucoup de banques qui suivent encore des personnes âgées quand elles ont déjà un patrimoine, etc. Et donc, ça les fatigue encore plus. Et c'est souvent là que ça coince sur le dernier achat ou ce genre de choses. Mais je pense qu'en fait, faut peut-être changer le mode, le mode de location. Enfin, parce que là, on parle de location nue, on y revient, mais oui, c'est ça. Peut-être passer, en fait, ça, c'est changer le mode de gestion. Mais ce qui est vraiment important, c'est de penser peut-être à passer la main et à se dire aussi que ce sera peut-être moins rentable. Parce parce qu'on va déléguer. Nécessairement, en fait, voilà, on va y perdre un peu, et il faut en tenir compte dans ses projections aussi, parce que quand on se dit, je vais partir à la retraite avec des revenus locatifs assurés de temps, faut aussi envisager cette partie-là, parce que c'est vraiment, faut prendre en compte le fait que on n'aura peut-être pas la même gestion, ou alors on aura des frais. Parce que il faudra prendre quelqu'un pour s'occuper, voilà. Ou si on continue dans le meublé ou de la courte durée, prendre une conciergerie, je sais pas, enfin n'importe quoi. Mais en fait, il faut vraiment envisager la perte de rendement. Évidemment que tu n'auras pas le même rendement. Enfin voilà, tu peux pas t'attendre à la même chose. Tu auras des frais. Tu auras des frais supplémentaires. Ça c'est la première chose. Et puis du point de vue de l'organisation, donner du pouvoir aux autres. Enfin, c'est vraiment le moment de transmettre, y compris son pouvoir, et d'organiser le fait que comment ça se passe si on devient indisponible, et que ce soit pas la panade, parce qu'il y a des gens qui restent en fait à gérer tout seul très longtemps. Ah, il y a quelqu'un justement qui dit coaching. Tu nous entends, Laetitia? Je crois que ça a coupé quelques secondes. Ouais, ça a coupé, ouais, vas-y. Ok, non, mais il y a Coach Immobilier qui nous dit en quel honneur on paye plus cher sa gestion quand on est. Ouais, nous, on t'entend parfaitement. À nouveau, on t'entendait plus, mais on t'entend. Tu nous entends ou pas? Ah oui. Voilà. Donc je te disais, il y a. Oui. Il y a Coach Immobilier qui nous dit dans les commentaires en quel honneur on paye plus cher sa gestion quand on est âgé. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en général, on tient pas compte. En fait, en général, on le fait tout seul. On partage avec personne, on fait tout seul, et on arrive à un moment, on n'arrive plus à le faire tout seul, et que quand on doit déléguer, ça coûte. Et c'est quelque chose qu'on prend pas en compte, parce que en fait, on a calculé un rendement en le faisant tout seul. Parce que en fait, et c'est le cas de beaucoup d'investisseurs immo. C'est des cas particuliers, oui et non. C'est toutes les personnes qui vont arriver. Quand on vieillit. C'est quand on vieillit. A priori, tout le monde vieillit, coach. Alors, je sais pas si tu as suivi le début du live, mais en gros, c'est comment on réorganise son patrimoine immobilier quand on arrive vers les 75 ans, qu'on a tout géré en direct et qu'on n'a plus forcément la force de pouvoir continuer à le gérer en direct. C'est un peu ça le sujet. D'accord. Ça, c'est très clair, Laetitia. Et du coup,
t'as d'autres choses à nous dire sur les personnes âgées, mis à part cette réorganisation? Ouais. Oui, alors ça c'est question organisation. Et c'est si en fait on est déjà investisseur. Après, il y a autre chose qu'il faut prendre en compte. Coach, c'est un surfeur, ouais, c'est ça. Qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'on va avoir plus de besoins. En fait, vous vous rendez pas compte quand on est vulnérable, en fait, tout coûte plus cher. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous aviez prévu pour une vie, en fait, où vous faites tout seul, y compris pour la vie quotidienne, des aménagements, des besoins particuliers, une perte d'autonomie quand on vieillit, une aide à domicile, je sais pas, n'importe quoi. En fait, tout coûte plus cher. Besoin d'aménager la maison, peu importe. En fait, tout coûte plus cher. Donc, ça veut dire que en même temps que vous allez avoir des revenus qui vont être moins importants, vous allez avoir des besoins qui vont augmenter. Et donc, en fait, souvent, et des biens à gérer ou des biens à entretenir et des frais qui vont être constants. Donc, en fait, évidemment, une hausse des besoins financiers. Et pas nécessairement de liquidité. Voilà. Ça, c'est la deuxième problématique que je rencontre. Et c'est là où, en fait, il y a, et on avait dit qu'on en parlerait, mais c'est un truc que personne connaît parce que c'est un vieil outil, mais qui revient parce qu'en fait, il a été modifié un petit peu, enfin, etc., qu'on appelle le prêt viager hypothécaire. Alors, je vais faire hurler certains. mais en fait, ça peut être une solution. En fait, techniquement, c'est un prêt 100% in fine. D'accord? Alors, est-ce que tu peux expliquer avec des mots simples pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un prêt in fine? C'est, en fait, quand on est retraité, on peut plus emprunter. Voilà. Concrètement, c'est très compliqué. Et vous avez des besoins de liquidité, que ce soit pour vous offrir une croisière, pour financer, je sais pas, un ravalement ou pour vous faire plaisir, peu importe. Vous pouvez avoir accès au crédit en tout simplement, en fait, en le prenant sur votre bien immobilier. C'est un prêt viager hypothécaire. Sauf qu'en fait, vous remboursez pas mois par mois votre crédit. C'est ce qu'on appelle in fine, vous le remboursez à la fin. Et on l'appelle viager parce que c'est à la fin de la vie. Donc, quand est-ce que vous le remboursez? Vous remboursez à votre décès. C'est-à-dire qu'en fait, la somme empruntée sera remboursée à votre décès. Alors, de deux manières. Soit, en fait, les héritiers ont la possibilité, en fait, de payer. Et dans ces cas-là, ils remboursent la banque. Soit, en fait, la banque vend le bien, se rembourse et verse l'excédent aux héritiers. Alors, c'est touchy, hein. Je connaissais pas. Mais, comment? Je connaissais Mais moi pas. non plus. Moi non plus. Eh ben, c'est touchy, mais ça se fait. Ok. Mais Très en fait intéressant. pour financer, en fait, quand on a du patrimoine immobilier qu'on a, en fait, et qu'on n'a pas plus accès au crédit et que on a besoin de liquidité, ça peut être une solution, sachant qu'en fait, nécessairement, ça a un impact sur la transmission et sur la succession. Ouais, ça va dépendre de la taille du patrimoine immobilier, de l'entente avec les enfants, de plein de choses. Mais c'est vrai que c'est touchy. Ouais. Mais dans certaines situations, ça peut aider beaucoup de monde. Moi, je pense aux gens qui n'arrivent pas à vendre, ou toutes ces personnes-là. Mais ça peut aider beaucoup de monde. Ok. Mais du coup, comment ça se passe pour souscrire ça exactement? Alors, c'est par le biais de courtage, en fait. Enfin, c'est par le biais d'intermédiaires. D'accord. Ok. Voilà. En fait, si tu veux, moi, en fait, la manière, c'est des intermédiaires qui proposent en fait ce type de produits qui sont ultra spécifiques, tout simplement parce que, en fait, évidemment que, en fait, il faut que le bien ait certaines particularités, mais c'est le cas pour la vente à terme que tu as déjà fait, où vous avez fait un live, que pour le viager, et ben pour le prêt viager hypothécaire, évidemment que, en fait, on tient compte de la valeur du bien. En fait, la banque n'est pas, voilà, tient compte de la manière dont elle pourra le revendre parce qu'elle sait qu'elle devra le revendre au décès, donc évidemment qu'elle va pas prendre la bicoque qui a pas été entretenue. Donc en fait, voilà, tout un contexte. Et puis après, il y a l'estimation, du bien et de ce que vous pouvez en fait, emprunter. Donc Laetitia, j'ai 75 ans. J'ai deux maisons, pour parler d'un exemple concret, j'ai 75 ans, j'ai deux maisons. Je peux décider d'aller voir un courtier, du coup. Ouais. Voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent, donc je peux décider d'aller voir un courtier et de lui demander un prêt viager hypothécaire. Voilà. Ouais. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que moi, je peux continuer à vivre dans cette maison ou pas?
Bien sûr. Voilà. Mais en fait, la maison En appartient fait, à la banque à mon décès. voilà. C'est-à-dire à la différence du viager ou à la différence de la vente à terme, en fait, c'est pas une vente. Mais c'est pas une vente. D'accord? C'est pas une vente. C'est une Vous restez hypothèque. propriétaire jusqu'à la fin. Exactement. En fait, c'est un prêt viager hypothécaire. C'est-à-dire qu'en fait, en échange d'une hypothèque sur votre bien immobilier, vous allez recevoir de l'argent. Et c'est la même manière, mais j'avance un petit peu peut-être le truc. Non, mais C'est c'est la pas même grave. Bah, On est c'est en pas- plein dans le thème. c'est le même mécanisme que pour les personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès au crédit ou difficilement, qui souhaitent en fait emprunter pour acheter un bien immobilier. Ouais. Il y a évidemment le crédit IMO classique. Mais le problème, ça va être toujours les questions de ressources, parce que c'est des gens qui ont peu de ressources ou peu de revenus. Mais si en fait, par exemple, d'une manière ou d'une autre, en fait, les personnes ont une assurance vie, le nantissement, enfin, de porter en garantie une assurance vie, ça peut être plus avantageux que de, en fait, débloquer une assurance vie. Imaginons que vous avez 200 000 euros sur une assurance vie parce que papa et maman a donné 200 000 euros. C'est plus avantageux parfois de prendre un crédit immobilier avec un nantissement sur l'assurance vie que de, en fait, débloquer l'assurance vie qui va générer le fait que pendant 1 an ou 2 ans, vous n'allez plus avoir d'allocation. Dans ces cas-là, ou pendant un certain temps, et de dépenser en fait cet argent qui était bloqué sur l'assurance vie, et ça permet d'avoir accès. C'est des mécanismes un peu détournés pour avoir accès en fait notamment à l'immobilier sur des personnes sans avoir en fait à sortir l'assurance vie. Je Attention, sais pas si tout le monde a suivi. Alors, pour moi, c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, en commentaire. Pensez à partager le live. On est encore une demi-heure ensemble. Ça se passe en bas. Tapotez sur mon visage. On est à 14 000 likes. Ouais. Alors, le record de 75 000. Alors, C'est peut-être qu'on ira avec un miracle, mais il y en a un autre de record. Il y a celui juste avant. Et il était de 55 000. Donc, on peut encore aller au de 55 000, les amis. Et n'hésitez pas à vous abonner aux 3 comptes des personnes qui sont ici présentes. Le thème, c'est la prévoyance, les personnes vulnérables face à l'investissement immobilier. Là, on est justement en plein sur les personnes qui ont un handicap. On était sur les personnes âgées, on est en train de passer sur les personnes justement qui ont un handicap. Je voudrais juste que tu restes dans le classique, Laetitia, déjà de base. Une personne qui a... Non, mais zéro problème. Mais une personne qui a justement un handicap. Concrètement, il va à la banque, il veut faire un prêt classique, mis à part les fonds, parce qu'il pourrait faire un prêt classique bas. Qu'est-ce qui peut le bloquer aussi? Est-ce que les assurances vont le bloquer? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont le bloquer ou pas du tout? En fait, il y a tout. Alors, les assurances, beaucoup moins, c'est plutôt pour les personnes en invalidité. C'est-à-dire les personnes qui ont des maladies où là, en fait, il faut faire jouer le droit à l'oubli. Ça a un peu changé, mais il faut faire jouer le droit à l'oubli. Le fait que c'est depuis 2 ans, non? Depuis combien de temps? En fait, on peut acheter. En fait, il n'y a plus de questionnaire de santé, questionnaire médical. En dessous d'un voilà. certain montant. 200 000 euros et si on est âgé de moins de 60 ans. Après, il y a certaines dispositions pour les maladies chroniques qui peuvent donner des garanties similaires, on va dire, à une assurance classique dans ces cas-là. Ça, c'est de toute façon classique. Et pour les personnes qui sont en situation de handicap, avec le problème, ça va être les ressources. C'est-à-dire que en fait, il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent et dans ces cas-là, ça va être un problème d'assurance, mais en fait, au niveau du crédit, ça va être assez classique. Et puis il y a des personnes en fait qui ont peu de ressources ou des ressources, on va dire irrégulières. Et là, c'est la même chose que pour tout le monde. C'est-à-dire que là, niveau banque, ça va pas passer quoi. Ok, et une personne du coup qui va avoir un handicap, qui n'avait pas un handicap et qui a un patrimoine immobilier. Concrètement, comment ça se passe pour lui? Tu parlais tout à l'heure des allocations qui sont plus touchées. C'est aussi le cas si il n'était pas handicapé avant qu'il le devient? C'est ça. En fait, c'est ça. C'est que il y a certaines prestations qui sont en fait qui dépendent qui sont versées en fonction des ressources et en particulier des revenus fiscalisés. C'est-à-dire que tout revenu fiscalisé va faire perdre les allocations, en particulier l'allocation adulte handicapé.
Et c'est ça le problème en fait c'est ça le problème du schmilblick et en particulier de l'immobilier. La seule la seule vraie solution, c'est en fait de pas générer en fait de revenus. C'est incroyable quand même. Non, Ok. non mais réfléchissez à ce que ça veut dire. Non mais ça veut dire en fait si on génère du foncier, enfin des revenus fonciers ou si on génère des BIC ou n'importe quoi, ce sera soustrait en fait de l'allocation que les gens vont percevoir. Même, alors, Et ouais, excuse-moi, je te coupe. Même, parce que là, on parle dans le cas d'un revenu foncier ou revenu BIC. Parce que alors là, je fais une petite touche, j'en profite, je fais une petite touche fiscale, mais ça, c'est si il y a du BIC ou du foncier. Par contre, si on est en SCI à l'IS, là, potentiellement, la personne qui est handicapée et si les revenus ne sortent pas de la SCI, voilà, c'est ça. c'est ça l'option Voilà, en fait. Au final, il reste plus que c'est ça, ça en c'est-à-dire fait. d'être En à fait, l'IS. tout dépend, voilà. Et Mais pas une SCI, les en fait, dividendes rentrent? pas une SCI à l'IR qui est transparente. Oui, mais en SCI à Voilà, l'IS, si la personne voilà. handicapée prend des dividendes, est-ce que les dividendes Bah r- oui, rentrent oui, dans les revenus qui font baisser la hache? oui. Parce que les dividendes sont des revenus c'est des revenus des capitaux, Ouais, bah et tous les revenus, tout type de revenus, même les dividendes. Ok. alors moi je vais te donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Parce que c'est un cas auquel on pense pas. Toujours mes accidents de la route, hein. J'y tiens, mais bon, je suis désolée. Accident de la circulation, très jeune, donc ça veut dire une grosse indemnisation. C'est des indemnisations à plusieurs millions, d'accord? C'est un enfant qui a été renversé, voilà. Donc, en fait, comme ça a un impact sur toute sa vie avec des grosses conséquences, l'indemnisation est assez importante. La manière dont on va placer cet argent, ce million, ces 2 millions, ces 3 millions, a un impact après. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, où on avait fait placer quelqu'un sur c'était 2 millions sur la même assurance vie. Et cette personne-là, 10 ans après, elle se dit, bah moi, avec cet argent-là, je vais acheter un bien immobilier, je vais acheter ma maison. D'accord? Le problème, c'est que retirer 2 millions d'une assurance vie, ça te génère combien d'intérêts? Vas-y, Beaucoup, calcule. beaucoup. En fait, voilà. Enfin, c'était pas 2 millions parce que son achat immobilier, il était de 700 ou 800 000 euros, peu importe. Mais retirer, en fait, d'une assurance vie 800 000 euros, ça génère, en fait, un truc monstrueux. Et ça, en fait, on pense, c'était une bonne idée à la base, sauf qu'en fait, après, c'est de l'argent qu'on a du mal à mobiliser. Il fallait peut-être, en fait, penser soit, bon, à acheter directement, soit à mettre pas seulement de l'assurance vie, c'est-à-dire à tout de suite, en fait, investir dans l'IMO pour ce gamin, par exemple. Voilà. Parce que en fait, quand on veut sortir, en fait, quand il a voulu sortir, bah il a pas eu la hache pendant 1 an et il a payé un max d'impôts. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas de moyen. En fait, ça faisait 10 ans que Oui, l'argent était placé, même avec pas grand-chose. En fait, c'est énorme en fait. je vois. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que une fois qu'on a placé ou qu'on a mis l'argent quelque part, faut vraiment faire gaffe, quoi. Ça génère combien, s'il vous plaît? On nous a demandé. Ça génère combien? De Donc, quoi faut être parle-t-on? D'intérêt? Eh ben D'un- ça dépend, ça dépend. ça C'est dépend de la ça, somme. c'est ça. Ça dépend en fait du rendement de ton, enfin voilà. Alors, Gloli, je Donc suis sur le désolé, mais revenu. tout ce qui est loi Laglaise, etc., on ne pourra pas en parler directement ce soir. C'est pas le thème du live. Pour reprendre la dernière partie, la partie des personnes qui sont cette fois-ci malades. Mm. Est-ce qu'il y a des différences justement par rapport à une personne en situation de handicap? Et s'il y a des différences, quelles sont-elles et qu'est-ce qu'il faut aussi organiser autour des personnes justement malades? Alors, en fait, pour toutes ces personnes-là, il y a une différence. Je reviens à mes outils juridiques, mais il y a une différence entre les personnes qui, en fait, malgré leur maladie ou leur handicap, peuvent décider par elles-mêmes, et les personnes qui ne peuvent pas.
Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est toujours la même chose, mais si on peut prendre les décisions soi-même, ça pose pas de problème. Et alors après, il y a la complexité des choses. Enfin, je reviens à mon exemple de cérébro-lésé. Évidemment que quelqu'un qui devient en fait cérébro-lésé n'a plus la même vie et ne pourra pas gérer un patrimoine complexe, par exemple. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui pourra gérer les choses du quotidien, mais par contre, prendre des décisions sur du patrimoine, ça va être très compliqué. Et la seule solution dans ces cas-là, c'est toujours la même chose, c'est que en fait, c'est des personnes qui vont bénéficier de mesures de protection, un peu de manière, on va dire, autoritaire entre guillemets. Et j'en reviens toujours à mon idée de dire, bah, si en fait pour n'importe qui, en fait, on se dit que on choisit la personne et la manière dont on souhaite organiser, si jamais il nous arrive quelque chose, c'est quand même plus agréable. Voilà. Ok. Mais ça c'est de ce point de vue-là. Après, concernant l'accès au crédit, c'est la même chose. C'est vraiment pour les personnes invalides, malades, etc. C'est vraiment une question d'assurance. Enfin, pour moi, c'est vraiment une question d'assurance. Et le fait qu'il y ait une baisse de revenus, donc ça, c'est voilà, ça peut vraiment poser problème. Après, qu'est-ce que je peux te dire? Je sais pas. Ça dépend des questions. Est-ce qu'il y a des Est-ce questions qu'on a des spécifiques? questions, Mathieu, autour de ça ou pas? Depuis tout à l'heure, non, ça pose plus trop de questions. Je pense que, en fait, on est tellement, même moi le premier, hein, en fait, je suis tellement, c'est vrai que c'est un peu un sujet qu'on avait évoqué. Tu te souviens, Imo, on en avait parlé. On disait que dès qu'on a des choses qu'on peut perdre, on est inquiet. Et quand on est inquiet, on a besoin de savoir, on t'écoute. Et honnêtement, parce qu'on n'a pas décollé, on est resté à 50-60 personnes tout le long, donc je pense que c'est quasiment les mêmes personnes, mais qui sont tous imnobulés parce que ça fait en même temps peur. Faut dire ce qui est, hein. C'est pas des sujets très joyeux. On n'est pas en train de parler de Noël et des Non. anniversaires là. Mais, et du coup, c'est vrai que les gens ne posent pas trop de questions. Alors surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, n'hésitez pas à rentrer un peu plus dans les détails. Et pourquoi Yacine, notre pote courtier, ne fait plus de live avec nous? C'est pour ça. Alors pour ceux qui arrivent et qui découvrent ce live, tous les lundis à 21h, on fait un live qui s'appelle 90 minutes sans filtre, qu'on co-anime avec Immobilier et moi-même, et on invite une personne différente tous les lundis qui nous parle de sujets qui tournent de l'immobilier. Alors là, on n'est pas dans l'immobilier pur, on est dans la protection, de comment se protéger s'il nous arrive un pépin dans la vie. Et donc Laetitia, qui est parmi nous, donc, que je vous invite à vous abonner, nous parle de ça, elle nous explique comment se protéger quand on est une personne vulnérable, âgée, malade, handicapé, devenu handicapé ou handicapé déjà d'origine, parce qu'il y en a qui naissent handicapés malheureusement. Donc voilà, Laetitia nous explique tout ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas d'autres personnes qui montent dans ce live, parce qu'on est tous les deux à co-animer, et on invite une personne experte dans chaque domaine, tous les lundis à 21h. Merci beaucoup, Mais Mathieu. Laetitia, pardon, vas-y, je t'en ouais, prie. non, je voulais dire quelque chose. En fait, je pense que ce qui est important, parce que voilà, ce qui est important, c'est que quand on a passé, enfin, du temps à construire quelque chose, c'est vraiment dommage. Au-delà du fait que c'est pas drôle, hein, mais c'est dommage de pas réfléchir, parce que ça peut vraiment se casser la gueule pour pas grand-chose. Et c'est vraiment dommage de passer du temps à construire beaucoup de choses et que ce soit pour avoir connu, alors là c'est pour avoir connu les systèmes de mesure de protection, je le souhaite pas beaucoup, voilà. Euh, et le fait de pouvoir choisir, c'est quand même mieux, surtout quand on a construit quelque chose, c'est important de. Ben, c'est dommage. Alors, on a eu cette discussion-là avec Imo il y a pas longtemps au téléphone, où on se disait, on a fait des lives dans lesquels on parle de la vente à terme, du marchand de biens, de la location longue durée en règle générale. C'était nos 3 premiers lives. Ça sert à rien de tout construire pour pouvoir potentiellement tout perdre parce qu'on se prémunit pas contre tout ça. Donc, c'était un live aussi très enrichissant et très important. Peut-être Mais même le plus important. c'est ça en fait, mais se poser en fait ce qu'il faut c'est se poser parce que on peut pas répondre pour les situations personnelles de chacun, mais c'est se dire et si je suis absent, si je peux pas prendre de décision, qui peut prendre des décisions, comment,
Et aussi, quelle décision? Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de se dire dans quel sens. Parce que, en fait, il y a toujours quelqu'un qui prendra une décision. Au final. Ce sera peut-être même la justice à la fin, parce qu'en fait, ce sera fini en vente judiciaire ou je sais pas, enfin n'importe quoi. Donc en fait, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre une décision. Mais par contre, en fait, vous pouvez choisir aussi la décision, c'est-à-dire le sens. Ça peut être très bien, par exemple, s'il m'arrive quelque chose, vendez tout, mettez tout en cash, et puis voilà. Enfin, ça peut être, voilà, ce sera trop compliqué pour vous de gérer. Enfin, j'en sais rien. J'imagine n'importe quoi. Mais vous pouvez décider, en fait. Vous pouvez décider la manière dont ça peut se passer. Et c'est vraiment Et ça qui est important. justement, Laetitia, concrètement, il nous reste quelques minutes avec toi. Ouais, Concrètement, j'ai 30 ans, j'ai ouais, 2 biens immobiliers, par exemple, ouais. euh, et j'ai fait du classique, j'ai pris des assurances de crédit, etc. Ce que tout le monde fait globalement, je les ai achetés en nom propre. Imaginons en concubinage, chacun moitié-moitié en indivision. Euh, Qu'est-ce que je dois faire concrètement que la plupart du temps je vais oublier? J'ai pris mes assurances de prêt. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Pour Bah, résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire. moi, je te dis, en fait, surtout si tu l'as pris si vous l'avez acheté à deux, il y a certaines, en fait, mets-toi si t'arrive quelque chose, est-ce que, en fait, quelle décision ne pourra pas être prise? Ça veut dire qu'en fait, la gestion, en général, la gestion courante, la personne qui est, en fait, avec toi pourra prendre les décisions, pourra prendre les décisions de location, par exemple. Tu vois? C'est pas des décisions importantes, ça, elle pourra le faire. Mais par contre, en fait, prendre des décisions sur la vente d'un bien, par exemple, ou prendre des décisions sur des décisions plus importantes, elle pourra pas le faire. Elle va être bloquée à un moment ou à un autre, ou alors, en fait, elle va pas nécessairement savoir ce que toi t'en pensais. C'est un peu comme un testament, hein. C'est un testament, hein. Et ce mandat de protection future, en fait, c'est de lui dire, bah écoute, je te donne la possibilité, si jamais il m'arrive quelque chose, de prendre la main. Il y a une question Et super le fait, intéressante. Ouais, et le ouais, ouais. fait réciproquement. Il y a une question super intéressante. Alors d'abord, juste le coût. Est-ce que tu sais à peu près le coût que ça a chez un notaire? Et après, on posera la question d'Yannou. Alors, en fait, le coût est tarifé chez le notaire. Le problème, c'est qu'en fait, ça nécessite, ça je voulais le dire aussi, ça nécessite en fait une analyse de votre patrimoine. Parce que en fait, ce que je dis pour immobilier qui a deux, par exemple, enfin ou n'importe qui a deux biens immobiliers, c'est pas la même chose que pour un chef d'entreprise, puis c'est pas la même chose que pour quelqu'un qui a juste sa résidence principale et puis 3 petits comptes bancaires, mais qui a une problématique. Je vous l'ai pas dit, mais par exemple, il y a des problématiques, par exemple, qui s'occupera des chats et des chiens. Non, c'est idiot. Mais c'est pas idiot en fait. Hein. Non, mais c'est à qui on va confier les animaux, à qui on va confier. Il y a plein d'autres choses en fait. Il y a plein. Donc voilà. C'était pour rire, mais en fait tout dépend. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est que si vous arrivez tout nu chez le notaire, il va pas nécessairement en fait. Voilà, là, je vais prêcher pour ma paroisse ou au moins mes collègues, mais en fait, les CGP, on est les seuls à mettre les gens tout nus, c'est-à-dire en fait avoir une vision de tout leur patrimoine. Et en fait, ça permet de voir les problématiques pour parce que chaque type de bien a des problématiques. Si tu as un compte titre, bah ça dépend. Est-ce que tu veux qu'en fait on puisse vendre? Est-ce que tu veux qu'on puisse faire des arbitrages? Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire sur tes comptes titres? Je vous ai perdu? Non, Non, il y a non, quelqu'un non. qui a dit arriver tout nu chez le notaire. Il a pas compris ce que ça voulait dire d'arriver tout nu chez le notaire. Bah, non, mais ça veut dire qu'en fait, on connaît tout de vous. Et en fait, le notaire, en fait, a moins l'habitude, notamment du financier, et a moins l'habitude de certaines problématiques. Et donc, faut faire bien attention à avoir réfléchi à tous vos actifs, c'est-à-dire pas seulement à la maison, pas seulement aux biens immobiliers. Et souvent, voilà, il y a un prisme notarial qui fait que en fait, on s'occupe du plus important, de la maison, des 2-3 trucs, etc. Alors que le mandat, en fait, il va beaucoup plus loin. Et ça peut permettre d'englober beaucoup de choses parce qu'en fait à l'intérieur il y a aussi tout ce qui est décision personnelle. Où est-ce que vous voulez vivre? Tu veux aller en EHPAD? Tu veux aller en centre de rééducation? Ou alors tu veux en fait qu'on utilise, moi je vais te donner un exemple, une personne qui en fait avait 100 000 euros, d'accord? Et je vais dépasser 100 000 euros sur ses comptes.
d'accord? Elle avait le choix. Soit d'aller en maison de retraite tout de suite et de pouvoir payer sa maison de retraite pendant 10 ans, on va dire, voilà, je sais pas. Soit en fait de dépenser en un an tout pour rester un an chez elle avec une aide à domicile, mais rester un an chez elle. Attends avant de dire ce qu'elle a fait. Imo, on fait un petit sondage. Qu'est-ce que les gens feraient? On va le faire. On va voir ce que les gens feraient. Tu nous donneras la réponse. Allez, on fait le sondage Tu de peux fin de répéter la live. question, s'il te plaît, Bah, Laetitia? en fait, c'est de savoir, en fait, c'est est-ce que tu claques tout en un an pour rester chez toi un an de plus, ou est-ce que, en fait, tu choisis d'aller en EHPAD pour, en fait, le payer pendant 10 ans, sachant qu'en fait, le mécanisme, en fait, de l'EHPAD, c'est que, bah, quand tu payes, en fait, t'es un peu mieux traité que si t'es à l'aide sociale. Je te schématise le truc, mais voilà. Ok, donc Smiley qui sourit pour le choix numéro 1, Smiley qui pleure pour le choix numéro 2, les amis. Je lance le sondage. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de faire un sondage. Donc allez-y les amis, dites-nous quel est votre choix. Choix 1, Smiley qui Non. sourit. Choix 2, Smiley qui pleure. Laetitia, Non, non, rappelle-nous les choix. Non, en fait, 100 000 euros, tu les dépenses en un an en aide à domicile 24 heures sur 24. C'est pas, en fait, c'est pas déconnant, hein, c'est une histoire vraie. C'était vraiment, ça valait vraiment 100 000 euros du H24. Et en fait, partir en EHPAD tout de suite et pouvoir le payer pendant 10 ans. Ah, on est vraiment beaucoup plus tourné vers l'EHPAD. Hein. C'est marrant, hein? Ouais. En fait, non, ce que je voulais, j'ai des dépenses à la place Clichy, mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on peut choisir aussi, on peut avoir des décisions personnelles, et on peut mettre dedans des décisions qui vont pouvoir compter, notamment sur son choix de lieu de vie, sur ce qu'on souhaite. Choix 2, à l'unanimité. 6 contre 4, je crois. Donc ça reste serré, mais Par c'est contre, quand même vers le choix 2. on est presque 70 et on a eu que 10 personnes qui ont répondu au sondage. Ouais, tu as vu toutes les personnes qui regardent, mais c'est toujours comme ça, Mathieu. C'est fou, c'est fou. Ou alors ils ont peut-être pas compris, on a peut-être Non, pas assez bien. Ouais, non, mais c'était pour vous donner un exemple, mais c'était pour vous donner l'exemple de, en fait, que ça englobe beaucoup plus de choses que le patrimoine et c'est important de, c'est des choses auxquelles on pense pas nécessairement, mais en fait, d'organiser ses conditions de vie, même quand on peut plus donner son avis sur ses conditions de vie. mais justement, il y avait la question d'Yanou qui correspondait à ça et elle est hyper intéressante et même moi, j'aimerais connaître la réponse. Alors attends, il faut que je retombe dessus, mais en gros, c'est est-ce qu'on peut... Ouais, Voilà, vas-y, je t'en prie. Non, t'es dessus, vas-y, Lila, je suis dessus, moi. Alors, je suis pas dessus, mais donc c'est de savoir tout simplement si on peut anticiper le fait que les biens se vendent automatiquement en cas d'accident de la vie et que ça ne revienne pas à madame. Bon, on est nouveau sur une question de touchy. J'espère que madame n'est pas dans le live, Yannou, mais voilà. Alors, en fait, alors, je vais élargir le truc. C'est une vraie question parce que c'est un vrai sujet. Je vais élargir parce que derrière c'est ça. Attends, Laetitia, je vais la tourner autrement parce que si c'était une dame qui avait posé la question et qui disait est-ce que le bien peut être vendu automatiquement mais que ça n'aille pas à mon mari, est-ce que tu aurais répondu plus directement ou t'aurais dit je vais élargir? Non, c'est une vraie question. Non, mais c'est des vrais cas. C'est des vrais cas. Dans un autre domaine, il y a eu tout ce qu'on appelle la jurisprudence de la rue. Je sais pas si vous avez entendu parler. Jean-Luc Delarue est décédé. Il avait un enfant et il y avait en fait mineur à qui en fait il a nommé un administrateur légal. Ça a fait l'objet de nombreuses jurisprudences et notamment la question c'était pourquoi en fait il a nommé quelqu'un et pas en fait la mère de cet enfant, tout simplement parce qu'il estimait que la maman était pas en capacité de gérer un aussi gros patrimoine. Et c'est vraiment la question, c'est que en fait parfois, c'est quand on est marié, on se dit que la personne avec qui on vit n'est pas nécessairement la meilleure personne pour gérer en fait le patrimoine qu'on a et de nommer quelqu'un d'autre en fait. Alors c'est touchy, mais ça revient à l'hypothèse, voilà. Mais c'est touchy, mais c'est de se dire est-ce que en fait le conjoint et donc voilà, c'était ça. Mais pour revenir à la question. On peut pas décider que les biens se vendront automatiquement.
mais on peut fixer en fait comme mandat, comme instruction. Elle écoute, du coup, on va divorcer. Mais Alors, protège-toi aussi en cas de divorce, Laetitia. Tu peux aller suivre le compte de Laetitia pour te protéger aussi en cas de divorce, Yannou. ah non, mais moi je ne protège que les femmes en cas de divorce. Alors, envoie le compte à ta femme. Qu'elle vienne me voir. Non, oui, c'est pas automatique, mais on peut donner mandat de vendre en disant si je me retrouve dans l'incapacité de les gérer, moi je veux qu'ils soient tous vendus. Ça c'est possible. Et comme ce sera dans le mandat, oui, c'est possible de le prévoir. En fait, on peut donner des instructions patrimoniales. C'est-à-dire que même si en fait t'es plus en capacité de dire quoi que ce soit, tu peux par avance fixer des indications patrimoniales en disant moi je veux que ce soit géré comme ça. Moi je veux que ce soit géré comme ça. Après c'est dans la mesure du possible évidemment si c'est toujours comme ça. Ok. Laetitia, il est 22h25, on arrive à la fin du live. D'abord, merci beaucoup d'être venue. Lagerfeld, il a pas tout légué à son chat. Mais je connais Lagerfeld, je connais bien. Donc non, il a pas tout légué à son chat. Donc du coup, c'est possible de léguer à son chat? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais D'accord. en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ok. Mais c'est possible, mais pas comme ça. Mais on fera des vidéos avec comment léguer à son chat. Donc je te disais, parce que c'est 90 minutes sans fil, donc c'est 90 minutes, on arrive à la fin des 90 minutes. Merci beaucoup d'être venue, Laetitia. Est-ce que tu peux en une minute de dire où on te retrouve, qu'est-ce que tu fais, voilà, parler un peu de toi et de tes réseaux? Non, si besoin, je peux recevoir vos legs. Pardon. Se régale. Ah, mais quand on parle de données, c'est tout de suite C'est ça. donnez vos PayPal. Pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y. En fait, ça s'appelle Aidant Patrimonial. Mon compte, en fait, partout. Sur TikTok, sur Instagram, mais je ferai Facebook. des vidéos sur Lagerfeld, si vous voulez. Mais si vous voulez des trucs croustillants, je peux faire sur Delarue, je peux faire sur comment elle s'appelle, L'Oréal. Mais attends. Eh oui, mais ça c'est des vrais sujets de vidéo. C'est des chroniques, hein, avec parce que ça a fait tellement de décisions. Mais c'était un mandat de protection future, par exemple, pour elle. Elle avait désigné son avocat, en fait. Sauf que, en fait, ça a été contesté par sa fille. En fait, c'est ça le sujet, qui elle voulait la mettre, voulait être curatrice de sa mère. Voilà, pour vous fixer le sujet de Madame Bettencourt. Voilà. On peut me retrouver sur Aidant Patrimonial et qu'est-ce que je peux te dire d'autre je pense que après les gens qui ont écouté, ils savent en fait De quoi ça parle? ce que je fais. Exactement. Je parle de sujets pas drôles. Oui, non, mais c'est ça en plus. C'est Tu es très active. en plus. Tu es très active sur Facebook aussi, je crois, c'est ça? Ouais, je suis sur Facebook et sur Instagram et sur TikTok. Mais c'est à peu près le même contenu. Mais c'est vrai que j'aborde. En fait, j'ai une facilité à aborder des sujets compliqués. Mais je pourrais vous parler de contrats obsèques, par exemple. Moi, j'aime bien les contrats obsèques. Mais en fait, non. Mais tous les sujets comme ça, j'ai aucun problème à les aborder. Et c'est vrai que souvent, on est un peu frileux. Mais c'est peut-être ça en fait. La différence, c'est que si vous avez envie d'aborder des sujets pas drôles, venez me voir. Là, il y a des blagues qui arrivent dans les commentaires de fin. Mais on rigolera bien. Voilà, et je sais qu'elle fait souvent des lives aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. Je fais Alors, très souvent des lives. C'est comme ça que moi je t'ai découvert personnellement. Donc, je fais des lives. Mais c'est vrai qu'il faut pas être surpris. En fait, sur TikTok et sur tous les réseaux, j'ai un biais qui est en fait les droits d'abord. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, avant de penser au patrimoine ou à quoi que ce soit, vérifiez que tous vos droits soient ouverts, que vous avez absolument une situation au quotidien carré.
En fait, c'est hyper important parce que ça rassure. Après, on peut se projeter dans le moyen terme, dans le long terme, on peut parler de sa maison, de son patrimoine, etc. Mais déjà, si vous êtes rassuré parce que tous les mois, il y a de l'argent qui tombe, c'est quand même plus confortable. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, mes lives, c'est très axé sur les droits et sur des gens qui s'inquiètent, voilà, de changements de situation d'accident du travail, de choses comme ça. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Il y en a qui vont dormir sur le canapé ce soir, mince. Merci beaucoup Laetitia d'avoir été avec nous ce soir. Je reprends la main pour cette fin de live puisqu'il nous reste quelques secondes. Encore merci Laetitia, vraiment, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Vous pourrez retrouver l'épisode de ce soir en rediffusion sur YouTube, ça c'est la première des choses. Donc n'hésitez pas, je vous le mettrai en ligne, enfin on vous le mettra avec mon conseil de poche en ligne là dans les jours qui arrivent. Et j'en profite aussi pour vous présenter le prochain invité. Alors il y a un espèce de flou sur la semaine prochaine, donc je ne peux pas vous parler de la semaine prochaine. On n'est pas encore sûr de comment ça va se passer, mais vous allez le voir sur les réseaux. Ça tournera si l'épisode de la semaine prochaine a lieu autour de la banque. Probablement un courtier d'ailleurs que vous connaissez, mais on peut pas encore vous en parler avec certitude. Et par contre, le 11 septembre, c'est bien ça Mathieu, le 11 septembre, sur 90 minutes sans filtre, pour le prochain épisode en tout cas qui est validé, qui est certain, on aura le plaisir de recevoir Aymeric Hamelin. Alors je sais pas si vous le connaissez, je sais pas si tu le connais Laetitia d'ailleurs. Non. C'est quelqu'un qui parle de l'immobilier commercial. C'est vraiment un spécialiste de l'immobilier commercial. Il a des formations là-dedans. Il a formé plus de 200 élèves sur l'immobilier commercial. Et donc, c'est le sujet qui arrive le 11 septembre. Donc, inscrivez-vous. L'événement live est déjà en ligne sur mon compte. Vous pouvez vous inscrire dès ce soir. Là, pour les 49 personnes qui sont là, ça va être très intéressant. Donc, l'immobilier commercial, c'est les magasins, les bureaux, etc. Donc, on va revenir dans le cœur de l'immobilier dès le 11 septembre. Merci beaucoup, Laetitia. Mathieu, tu as un petit mot à rajouter? Ouais, juste remercier parce que je vois qu'on a encore été tout le long de ce live une grosse cinquantaine. C'est les gens qui sont fidèles maintenant, donc voilà, je voulais les remercier. J'espère qu'ils se sont bien instruits ce soir. J'allais dire régalés, mais je sais pas si on peut parler de régaler quand on parle de ces sujets-là. Laetitia, moi, on s'était dit avec Immobilier, on s'était dit, mais quand même. Le sujet, il peut faire peur et tout, mais en fait, on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet-là parce que même si c'est des sujets un peu tabous, qu'on n'aime pas trop parler en famille, etc., il faut quand même en parler, il faut informer les gens. Et ça fait partie aussi de ce qu'on a envie de faire au fur et à mesure avec Immobilier, de pouvoir informer les gens, mais pas que les informer sur des choses qu'on maîtrise, parce que là ce soir on maîtrisait pas du tout le sujet et je pense que ça s'est un petit peu vu, on n'a pas été très réactif mais à ce que tu disais, mais en même temps on apprenait des choses comme tout le monde dans les commentaires. Donc voilà, je voulais remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Déjà, il y en a certains qui sont là depuis le tout début, donc grand merci à eux. Merci à eux d'avoir tapoté tout au long de ce live. On arrive quand même pas loin des 25 000. Alors, c'est le premier. Il y a un record quand même qui est battu. Il y a le record de la vente à terme qui a été battu, Laetitia. Donc on est quand même quand même en classement. On est quand même dans le classement. Ouais, ça va. On est 47, 48 encore. J'espère que vous êtes tous abonnés à Immobilier, que vous êtes tous abonnés à Laetitia, ainsi qu'à mon contenu, parce que je pense que vraiment, si vous voulez apprendre des choses en suivant nos contenus et de tous nos invités passés et à venir, vous apprendrez, vous allez découvrir des choses ou même renforcer ce que vous savez déjà. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Bonne soirée à tout le monde. Et je fais, comme d'hab, maintenant, c'est devenu une petite routine. Je fais l'after live juste après. Tu fais l'after. Je fais toujours un petit after. Il y a un after après. Où on est un petit peu plus décontracté, où on est un peu plus dans la déconnade. Un peu plus dans la. C'est exactement ça. Dans la 90 minutes, on est sérieux. Et dans l'after live qui est sur mon compte, donc pour ceux qui veulent participer à l'after et rigoler un petit peu, on reste un peu sur le sujet toujours de l'immobilier, de ce que oui, et de ce qu'on vient de faire pendant 90 minutes. On peut aller chez le notaire, mais seulement chez les notaires. Voilà, on va par exemple parler de ça. Donc abonnez-vous à mon compte et venez, je passe en live d'ici un quart d'heure et on va pouvoir rigoler sur tout ça. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est hyper important pour nous de traiter tous les sujets. Mais absolument tous. En fait, nous, on s'est mis comme ligne de conduite. Elle n'est pas compliquée, la ligne de conduite. Peu importe les vues, peu importe le nombre de personnes, on veut tout traiter et on veut surtout tout traiter sans filtre.
avec des personnes qui connaissent les sujets. C'est vraiment notre ligne de conduite. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de traiter tous les sujets. Vous allez voir qu'on a aussi prévu des sujets où on invite des personnes où on n'est pas forcément d'accord avec eux non plus. Voilà, on prévoit vraiment tous les sujets. Voilà, donc, on a aussi en ligne certains vendeurs de rêves. Moi, je les appelle les vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux, sur l'immobilier. Là, c'est plus mon domaine et on pourra vraiment confronter la réalité. Donc, il y a tout ça qui est prévu. N'oubliez pas que la semaine d'après, après le 11 septembre, donc le 18 septembre, il y a une directrice de banque qui va venir sur ce live, sur ce 90 minutes sans filtre. Donc, abonnez-vous. Inscrivez-vous aux prochains événements. Moi, je vous dis, arrête de dire que je suis beau gosse, Max. C'est incroyable, quoi. Tu me l'as dit 5 fois. Tu as vu que j'ai pas lu une fois, j'ai pas lu 2 fois. Mais merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour 90 minutes sans filtre. Merci encore à tous. Merci beaucoup, Laetitia. Merci, Laetitia. Et merci Mathieu. Bonne soirée à tous. Bonsoir. À lundi prochain.